Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. boschcarservice.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Bon, moi je commence en détruisant le studio, j'ai fait tomber un écran. Bonjour Dame Laurence, je ne sais pas s'il y aura une émission parce que vous êtes comme Laurence est en train de casser le studio, voilà, bon on va essayer quand même. Bonjour l'ami Jean-Luc, comment ça va? Bah écoutez, ça va pas trop mal. Une émission un petit peu riche, comme d'habitude. Ah bah oui, mais nous on fait que, dire comme d'habitude, dans le riche. Tout, même l'alimentation, même tout, on fait dans le riche. Bon. Non, on va parler entre autres de ces fameuses aides à la conduite qui sembleraient être assez dangereuses. Alors, oui, on en parlera en plus avec un journaliste qui a, comme moi, une expérience en la matière. Et c'est vrai qu'il y en a des nouvelles même qui vont arriver au mois de juillet. Mais on va surtout s'intéresser aux commandes tactiles. Vous savez, sur les voitures, il y a de plus en plus de commandes tactiles. Et je peux vous assurer que quand on a ça sur le volant ou même quand on a ça sur le tableau de bord, franchement... Non, sérieux. C'est une tannée, je suis poli, quoi. Ah, je suis tellement d'accord avec vous. Tellement d'accord avec vous. Mais bon, après, voilà, on va en parler donc en détail. Euro NCAP dit c'est dangereux. Alors, ça ne sera pas une interdiction, mais ils seront plus mal notés. Les constructeurs qui mettront une foule de commandes tactiles Allez, seront plus mal notés. Voilà. Dans les choses également, toujours le côté pratico-pratique de la voiture, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a plus de roue de secours? On en parlera dans la deuxième heure. Pourquoi est-ce qu'elle a disparu, la roue de secours? Qui c'est qui l'a pris, la roue de secours? C'est pas moi, promis. Voilà. Promis, c'est pas moi. Est-ce qu'on peut acheter une roue de secours quand on n'en a pas une? Ah, eh bien oui, mais enfin, on n'a plus la place. Il y a plein de voitures qui ont encore l'emplacement de la roue de secours. Ouais, d'accord. Moi, je l'ai, pour le coup. On va aussi essayer une Honda. Oui, on va essayer la Honda la plus vendue dans le monde, le CR-V. Nouvelle version, alors ça a été la première Honda hybride rechargeable, mais nous on essaye la version hybride simple. Alors quand je dis simple, c'est pas le mot adapté parce que c'est une usine à gaz sous le capot. Est-ce que c'est efficace ou pas? On verra. Vous saurez tout à l'heure. Et puis on va parler de quelque chose qui nous intéresse, nous les femmes, féminisation des métiers de l'automobile. Oui, et contrairement à une idée reçue, il y a une féminisation croissante du monde de l'automobile. C'est plus simplement un truc de garageau avec des calendriers de filles toutes nues dans les placards. Voilà. Là, on sent votre époque et votre génération, l'ami Jean-Luc. Bon, mais n'y voyez là aucune malice. On va être sérieux aussi en parlant de transition énergétique, puisque ça fait un moment qu'on nous parle de transition énergétique. Où on en est, tiens? Une bonne question. On la posera tout à l'heure dans l'émission. Et puis moi, je vais faire des cadeaux, parce que tel que vous me voyez, je peux être la fille du Père Noël au mois de mars. Nous allons vous offrir des entrées pour aller vivre les coupes de Pâques qui vont se jouer sur le circuit de Nogaro, et restez bien à l'écoute toute cette émission parce qu'on va vous offrir des entrées pour 2 personnes. Puis alors VIP, les coupes de Pâques, c'est mes débuts dans le monde du journalisme. Du journalisme, c'était en 1987. Voilà. Oui, d'où les calendriers. Au siècle dernier. D'où les calendriers sur la porte du garage. Ouais. Je t'attendrai à la porte du garage. Bon, allez, on y va. Vous avez le droit de nous rejoindre au 0826 300 300. Vous voulez poser une question, vous avez une interrogation, vous n'hésitez pas à donner aussi votre avis. Vous pouvez également le faire en nous écrivant je participe @sudradio.fr, en mettant on parle auto dans l'objet de votre mail et bien évidemment toutes vos coordonnées, y compris votre numéro de téléphone. Merci d'ailleurs car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter pour l'émission mais pour la radio en général. Et puis merci à ceux qui nous retrouvent sur internet comme actuellement sur la page Facebook de Sud Radio. C'est parti. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et on va parler avec vous, Pierre-Olivier Marie. Bonjour. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Pierre-Olivier. Rédacteur en chef adjoint de caradisiac.com. Exactement, avec je vous invite à aller voir l'article complet, mais on va abondamment parler dans cette émission, et quelque chose qui me fait plaisir parce que ça fait un moment que je râle. D'ailleurs, si vous regardez les vidéos, à chaque fois je dis tiens, c'est bien parce qu'on a gardé des boutons physiques, ou alors c'est mal parce qu'on a mis des commandes tactiles. Et c'est vrai que les commandes tactiles, on est d'accord Pierre-Olivier, puisque tous les journalistes pourront le dire, ça n'a pas vraiment été un progrès. Alors pas un progrès en termes de praticité et surtout de sécurité. Et de sécurité, exactement, Jean-Luc. C'est exactement le problème. En fait, c'est super. Ça nous fait des tableaux de bord très épurés. Ça nous fait de très jolis habitacles, tout ça. Quand on a toutes les commandes qui sont regroupées ou sur un écran, par exemple. Mais le problème, c'est qu'effectivement, ça oblige à quitter la route des yeux et ça nous rend plus dangereux. Et l'autre problème, c'est que de plus en plus de voitures sont ainsi équipées. Et la loi, jusqu'ici, la législation est étonnamment souple sur le sujet. Oui.
Alors on a cet organisme Euro NCAP, qui est un organisme indépendant qui veille à la sécurité des voitures. Oui, Euro NCAP qui fait... Tout le monde connaît les crash tests Euro NCAP, c'est-à-dire Euro NCAP est un organisme indépendant et ils refont des crash tests. Alors il y a des crash tests pour l'homologation des véhicules, mais Euro NCAP fait ses propres tests qui sont un peu plus exigeants que ceux de l'homologation. Et donc on donne des étoiles jusqu'à 5 étoiles et des notes qui concernent la sécurité des occupants, la sécurité des piétons, etc. etc. C'est devenu un critère d'achat pratiquement aujourd'hui, les étoiles Euro NCAP. Et c'est eux qui pointent du doigt la dangerosité des aides à la conduite telles que... Exactement. Ouais, en fait, à partir de 2026, ils ont l'intention de prendre en compte dans leur notation des critères de sécurité, ils vont prendre en compte donc la présence ou non de touches tactiles, au moins pour les principales fonctions, qui sont les clignotants, qui sont les essuie-glaces. Ça, c'est un vrai problème, les essuie-glaces. Quand ils disparaissent du tableau... Quand ils ne sont plus commandés par des Commodo classiques. Excusez-moi, il y a des Tesla. Il y a des voitures, Pierre-Olivier Marie, qui n'ont plus de Commodo essuie-glace. Les nouvelles Tesla n'ont plus de Commodo. Les nouvelles Tesla, voilà. Donc c'est un vrai problème, et même sur les Tesla de la génération précédente, la modèle Y, qui est encore vendue actuellement, vous avez un Commodo qui peut lancer l'essuie-glace éventuellement pour un premier essuyage, mais après pour régler la vitesse, la cadence de balayage, là il faut recourir à l'écran. C'est pas du tout pratique. Donc on est obligé de quitter la route des yeux. Et dans le même temps, le législateur nous dit attention, n'utilisez pas votre téléphone portable. Mais oui, etc. c'est ça. Mais il tolère des voitures qui oblige à quitter la route des yeux. Mais Pierre-Olivier, ça va même plus loin, parce qu'à partir de juillet, il va être obligatoire dans les nouveaux véhicules d'avoir un système qui va vérifier l'attention du conducteur. C'est-à-dire que dès que vous quittez la route des yeux vous aurez une caméra, la petite caméra qui vous filme, et puis et dès que vous quittez la route des yeux, il y a un bip bip. Mais dans toutes ces voitures-là, ne serait-ce que pour changer le chauffage, vous quittez exactement, ça fait bip bip sans arrêt. Donc quand moi je dis dans les essais que je deviens complètement dingue avec tous ces bip bip de tous les côtés, c'est exactement ça. On va pas dans le sens de la sécurité là. Puis vous connaissez bip bip. Pardon. Oui, c'est très bien résumé, Jean-Luc. En fait, mais ça va devenir très compliqué de devenir un automobiliste bientôt, parce que on est toujours soumis à la tentation de l'écran, que ce soit celui du téléphone. Il y avait ce baromètre AXA Prévention il y a quelques années qui disait que 80% des conducteurs reconnaissaient utiliser le téléphone au volant, soit pour téléphoner, soit pour l'utiliser en tant que GPS, soit pour envoyer des SMS ou les lire. Et alors donc vous ajoutez au téléphone l'écran central tactile de votre véhicule et vous n'en sortez plus, et finalement vous quittez la route des yeux, et résultat ça défavorise clairement la sécurité routière. Alors aujourd'hui on considère que le téléphone multiplie par 3 le risque d'accident, voire un peu plus. Voilà. Et alors ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des constructeurs, on se souvient de Peugeot quand ils ont lancé la 308 de nouvelle génération il y a déjà quelques années, on était passé par du tout tactile sur l'écran, y compris pour régler la climatisation, ce qui est une hérésie totale parce que ça nécessite plusieurs opérations. Pour le coup là on quitte vraiment la route des yeux pendant longtemps. Ils sont revenus un petit peu en arrière avec des touches physiques, avec des touches de raccourci, et à l'inverse il y a des constructeurs comme Volvo par exemple qui présentent avec son dernier modèle, le X30, un écran tactile qui regroupe absolument toutes les commandes. Vous n'avez même plus de tableau de bord devant, il faut quitter la route des yeux pour voir la vitesse à laquelle on roule. C'est complètement hallucinant. Quoi. Mais alors moi j'ai une question à vous poser à tous les deux. Oui, Pierre-Olivier Marie, vous qui êtes rédacteur en chef adjoint de caradisiac.com, et monsieur l'ami Jean-Luc Moreau, vous qui êtes l'un des animateurs phares de cette radio et spécialiste de l'automobile en général et mon ami en particulier. Stéphane qui pose la question suivante, et du coup c'est la question que je vais vous poser. Est-ce que c'est un coût d'économie d'abandonner les secteurs de fabrication des boutons mécaniques, etc. Mais bien sûr. Oui, mais alors, du coup, une économie au prorata de la vie des autres, de la sécurité, quoi. Et c'est dingue. Quand on enlève des boutons dans une voiture, on économise sur les coûts. Vous multipliez 3 boutons par le nombre de milliers de voitures que vous allez produire, et ça fait une véritable source d'économie. Oui, mais on va dire que... Sans compter le câblage derrière. Oui, mais on va dire que les nouvelles technologies coûtent plus cher, et que c'est aussi pour ça que nos voitures sont plus chères. Enfin, il y a un moment, on marche sur la tête. Non, mais là clairement, c'est pour faire des économies, parce qu'on vous vend ça comme on appelle ça l'interface homme-machine. On vous vend ça comme une interface homme-machine high-tech, alors qu'en fait, le constructeur est juste en train de faire des économies sur votre dos. C'est tout. Porsche disait pendant longtemps, une fonction, un bouton. Oui.
Voilà. Ah ouais. Bon, on peut peut-être pas aller jusque-là parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de fonctions sur un véhicule que ça serait un cockpit de Boeing. Mais les fonctions principales doivent être commandées par des boutons. Point. Moi, je vais aller plus loin tous les deux, parce que là, on parle effectivement des boutons qui ont disparu, etc. Et on est d'accord. Mais le fait d'avoir mis ne serait-ce qu'un écran sur une voiture maintenant, c'est pareil. On quitte la route des yeux, quoi qu'il en soit. Oui, c'est grande est la tentation de quitter la route des yeux. Et alors, ce que commençait à évoquer Jean-Luc tout à l'heure là sur Volvo, en fait, le problème, c'est qu'après, les marques conçoivent leur propre interface multimédia, et certaines sont plus ou moins bien pensées, et certaines sont inutilement compliquées. En fait, on laisse la main un peu aux ingénieurs qui disent on va rajouter ça et ça comme fonction, mais parfois ils oublient que simplement la notion de base de l'ergonomie, et on se perd dans les menus, les sous-menus, et ça devient parfois n'importe quoi. Oui, il faut s'arrêter. Mais là, avec la Volvo, là, par exemple, il faut, quand vous n'avez pas l'habitude de la voiture, vous devez vous arrêter sur le bas-côté pour trouver certaines fonctions. Non, mais c'est dingue, quoi. Alors moi, je vais régler les rétroviseurs. Il faut s'arrêter sur le bas-côté parce qu'il n'y a plus de touches pour régler les rétroviseurs. Moi, je vais rendre hommage à la mienne. Voilà, elle a 3 ans, ma super BM série 1 118 machin. Elle a ses boutons, j'adore. Et voilà. Et moi, faut rendre hommage aux constructeurs qui restent un peu. On a Stéphane. Alors attendez, on a Loïc qui dit que l'automobile va dans la mauvaise direction. N'achetons plus de voitures neuves. Bah, il y a une histoire d'économie qui peut être un peu compliquée. Enfin, il y a plein de réactions sur la page Facebook de Sud Radio. Merci à tous d'avoir réagi également. On va devoir y aller, l'ami Jean-Luc, parce que nous, on n'a pas appuyé sur le bon bouton. Pierre-Olivier, un de ces quatre, faudra que vous veniez en studio avec nous, quoi, qu'on fasse une émission un petit peu plus longue. Mais vous nous dites toujours ça et vous venez pas. Non, mais je l'inviterai. Je lui enverrai un Bristol, en fait. On compte sur vous. Merci beaucoup. Merci Pierre-Olivier. Pierre-Olivier Marie, qui est rédacteur en chef adjoint de Caradisa. Vous avez été très nombreux à réagir déjà sur ce sujet sur la page Facebook de Sud Radio. Je n'ai malheureusement pas la possibilité de vous tous vous citer, mais il paraît que même chez DS, ils ont carrément mis le chat GPT intégré dans la voiture. Oui, alors, vous voulez que je vous dise ? Bah oui. Ça sert pour ça. Franchement, ça sert à rien. Mais à rien. Voilà. Ouais, on l'a testé là. Quoi. Peugeot le met aussi dans ses voitures, le nouveau 3008. Et franchement, ça sert à rien. Et il y a Julien qui fait arrêtez, j'ai plus le temps. Allez, dans quelques instants, on vous retrouve avec vous au 0826 300 300. La question de Jérôme arrive dans On parle auto sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et vous êtes nombreux à être en notre compagnie sur la page Facebook de Sud Radio. Stéphane qui dit coucou les loulous. Sullivan, bonjour Laurence et Jean-Luc. La pâtisserie Villedieu qui nous dit bonjour à tous. Ravi de vous retrouver via la nouvelle station radio sur Lyon. Je crois qu'on est sur le 105.8 sur Lyon. Enfin voilà, bonjour les bons, on nous dit ça, j'adore. Merci à tous d'être en notre compagnie. Vous pouvez réagir bien sûr sur la page Facebook de Sud Radio à l'émission, mais aussi en nous appelant. Jordan vous accueille au 0826 300 300 et on accueille tout de suite Jérôme qui nous appelle de Tours. Salut Jérôme. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour. Alors, que vous arrive-t-il mon bon monsieur ? 450 H. Alors attendez Jérôme, il y a une coupure. On n'a pas eu le début de votre phrase. Alors bonjour, oui, je possède RX 450H comme Jean-Luc connaît très bien. Un Lexus ? Oui, un Lexus, oui. RX 450 et donc il est en Euro 4 et critère 2. Oui. Alors ça m'étonne parce que certains plus anciens, donc le mien est de 2010 et certains plus anciens, voire même des RX 400 comme Jean-Luc, sont en critère 1. Oui, voilà, le mien est en critère 1. Alors attention, je vais vous faire une révélation. Parce que vous savez, parfois, on parle de choses et il y a toujours quelqu'un qui connaît mieux la raison que vous, en fait. Sauf que là, personne ne connaît mieux la raison que moi, puisque c'est à cause de moi, ou c'est grâce à moi. Je m'aime. Voilà. Je vous explique pourquoi. Parce que quand j'ai acheté ce RX 400H, alors il est de 2005, je l'ai acheté en 2007. Quand je suis allé à la soupe
sous-préfecture d'Argenteuil pour le faire immatriculer. On m'a demandé 700 € de carte grise. Or, à l'époque, les cartes grises étaient gratuites pour les véhicules hybrides. Donc j'ai dit, je suis désolé, je paye pas. On me dit, mais si, payez, puis ensuite on vous remboursera. Je dis, non, je paye pas. Je veux voir un responsable. Donc ça a pris vraiment du temps. Le type est arrivé, il me dit, il faudrait la fiche d'homologation de la voiture. Je dis, c'est pas à moi, c'est votre boulot, ça. Je dis, c'est un véhicule hybride, donc je ne payerai pas, je partirai pas d'ici tant que vous aurez pas corrigé la base de données. On est en 2007 ? On est en 2007. Je leur ai mis tellement la pression qu'en fait, ils ont corrigé la base de données et ils se sont gourés. Ils ont passé le RX400H pour tout ce qui est l'Île-de-France en hybride rechargeable, alors qu'il n'était pas du tout hybride rechargeable. Donc tous les RX400H immatriculés en Île-de-France sont en critère 1. Ça explique le pourquoi du comment. Génial. Alors vous allez me dire, c'est pas juste. Oui, c'est pas juste. Mais c'est comme ça. L'administration s'est trompée, mais s'est trompée pour une fois dans le bon sens, au profit des automobilistes. Ça peut changer ou pas ? Alors ça changera difficilement, parce que c'est dur de revenir en arrière quand on attribue quelque chose à quelqu'un. C'est génial ce que vous êtes en train de dire, parce que désolé pour vous du coup, Jérôme. Oui, alors Jérôme, vous n'avez pas de peau, quoi. Voilà. Pas de peau d'échappement. Et non, mais par contre, ce que vous êtes en train de dire, l'ami Jean-Luc. Alors il y a autre chose derrière ça, c'est que on attribue les vignettes critères en fonction de l'année de commercialisation, ce qui est une hérésie totale, puisque en fait il y a des véhicules, on va prendre l'exemple de votre RX450H, pour l'avoir écrit à l'époque, le niveau de pollution d'un RX450H était presque 10 fois inférieur à celui d'une Clio diesel. Donc c'est-à-dire que pour la même année, vous allez avoir un facteur 1 à 10 pollution entre la Clio diesel qui est de la même année, donc qui va être en critère 2 comme vous, ou en critère 3, et c'est dégueulasse. Celui qui a acheté une Prius elle n'est pas arrivée en 97 en France, mais elle a commencé à être commercialisée en 97, donc on aurait pu l'acheter d'occasion. Une Prius de 97, ça répond encore aux normes d'homologation d'aujourd'hui. Donc ça répond à Euro 6. Ça devrait donc être du critère 1, or c'est du critère 3. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On renvoie Jean-Luc à la préfecture ? Non, alors vous savez quoi ? J'en ai discuté à l'époque avec le gars qui a mis en place les vignettes critères. Je lui ai dit, c'est n'importe quoi, c'est pas juste. Il m'a dit, moi, on m'a demandé de faire simple, donc je fais simple. Bon, et ils font simple, mais ils font n'importe quoi. Voilà, ça ne correspond pas. Les vignettes critères, on nous dit c'est pour la pollution. Les vignettes critères ne correspondent pas à la pollution réelle des véhicules. C'est tout. Jérôme, je tiens à vous remercier car vous avez énervé mon Jean-Luc. J'ai pas énervé, mais vous n'avez pas de peau. On peut pas revenir en arrière en plus. Eh ben, bonjour. Il faudra sans doute revoir les critères d'éligibilité aux vignettes critères. D'accord. En tout cas, c'est une super question, Jérôme. Moi, j'ai appris des choses grâce à vous. Cette émission est géniale. C'est vrai que le même véhicule que le mien de 2009, 2010 ou 2011, ça pollue exactement pareil, mais c'est pas le même critère. Voilà. En tout cas, vous avez l'explication. Vous savez que la vie est faite d'injustice. Et ça, c'en est une flagrante. Et puis en plus, on veut, on va interdire la circulation de véhicules qui sont finalement moins polluants que d'autres dans les ZFE. C'est ridicule. Déjà, le principe des ZFE, il est ridicule au départ, mais les vignettes critères, c'est encore pire. Allez, on y va, les garçons. Merci beaucoup, Jérôme, de votre appel. Merci, au revoir. N'hésitez pas, vous faites comme Jérôme. Vous nous appelez au 0826 300 300 si vous avez une question à poser ou un avis à donner, ou vous nous écrivez je participe @sudradio.fr et vous mettez bien vos contacts Toto, c'est-à-dire toutes vos coordonnées, ce sera plus français, et vous mettez on parle auto dans vos contacts Toto. Vos contacts Toto. Et s'il s'appelle pas Toto, sais pourquoi ? Parce que Toto, ça va avec auto. Oui, voilà. Et non, il n'y sera pas derrière l'église. Et Toto. La tête à Toto aussi. C'est parce que 0 + 0. Allez, on y va, parce que notre ami Julien, notre réalisateur, on est en train de le fatiguer ce matin. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et je vous ai annoncé en début d'émission qu'on aura le plaisir de vous offrir des entrées pour les Coupes de Pâques qui vont avoir lieu sur le circuit de Nogaro les 30 et 31 mars et 1er avril prochain. Moi, je dis que mon petit doigt est en train de me chatouiller l'oreille en me disant c'est bientôt. Alors restez bien avec nous. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au super-éthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto.
et on prend le volant. Et on prend le volant de quelle voiture, l'ami Jean-Luc, que l'on va retrouver intégralement sur la page YouTube de Sud Radio, où il est en train de frôler les 900 000 adhérents. Voilà, alors on prend le volant de la Honda, alors j'aime bien les noms poétiques, du CR-V IHEV. C'est la Honda la plus vendue dans le monde, le CR-V. C'est un SUV, et ce SUV nouvelle génération voit grand. C'est aussi le premier véhicule hybride rechargeable de la marque. Mais nous, on teste la version hybride simple en 4 roues motrices. Quand je dis simple, je mets des guillemets. C'est un véhicule qui plaît. On la voit sur la page Facebook. C'est un véhicule qui plaît parce que j'avais un public nombreux. Un faisan. Oui, non, pas un faisan. J'avais 20 faisans. Alors ça ne veut pas dire que Honda prend ses clients pour des faisans, attention. C'est plus un véhicule familial. C'est un grand SUV de 4,70 m de long, avec des dimensions généreuses. Évidemment, la taille du coffre est importante, 480 litres, l'espace à bord aussi. On accède aux places arrière grâce à des portes qui s'ouvrent à 90 degrés. Il y a quelques voitures qui font ça aujourd'hui. C'est bien pratique, surtout si vous avez des enfants que vous devez mettre dans des sièges à l'arrière. Excusez-moi, l'ami Jean-Luc, d'où ces faisans là? Vous étiez où? J'ai été attaqué par des faisans. C'est fou. Vous allez voir, on en revoit après. Il courait après la voiture quand je suis parti. Bon alors, on a 3 places à l'arrière. J'ai même été obligé de virer un faisan qui montait dans la voiture quand même. C'est dingue. Voilà. En faisant chemin, pardon. Voilà. La présentation intérieure, elle est sobre. La planche de bord est très horizontale, mais la qualité des matériaux et des assemblages est bonne. Heureusement que c'est bien en qualité, parce que le tarif est proche des premiums allemands. Vous allez voir, c'est ça qui tique un peu à la fin. Bon, Honda justifie ce tarif par un équipement qui est ultra complet. En série, on a une sellerie cuir à réglage électrique, un toit ouvrant panoramique vitré, un système Bose à 12 haut-parleurs, un volant chauffant, un tableau de bord numérique avec affichage tête haute, un système Honda Connect avec un écran de 9 pouces qui est plutôt réactif. Ils ont gardé les commodos. Voilà, ils ont gardé des commodos. Toutefois, il faut rentrer dans les menus et les sous-menus pour désactiver les aides à la conduite. Et ça, c'est barbant. Et en plus, quand on dit aide à la conduite, c'est pas vraiment des aides. Donc, vous savez ce que j'en pense. Bon, on a encore des boutons classiques, vous l'avez dit, Laurence, pour la clim. Heureusement, motorisation, je vous ai parlé tout à l'heure d'un truc compliqué. C'est une évolution de celle de la génération précédente. C'est ce qu'on appelle un hybride série. Vous avez donc un moteur essence 4 cylindres, 2 litres, alors à cycle Atkinson, qui développe 148 chevaux. Il est accouplé à un moteur électrique. Il fournit de l'énergie électrique à un moteur électrique de 184 chevaux. Mais le moteur thermique, qui a un embrayage, il peut aussi entraîner directement les roues. C'est intéressant, par exemple, sur autoroute, puisque ça évite de transformer de l'énergie mécanique en énergie électrique, etc. Donc, on entraîne directement les roues. En plus, on a une boîte à 2 rapports maintenant pour ça. Autre particularité de la voiture, c'est que c'est un système 4x4 mais mécanique. C'est pas un deuxième moteur électrique qui est sur les roues arrière. Donc c'est une transmission classique. Voilà, puissance maxi totale de l'engin, 184 chevaux. On roule souvent en électrique en silence. Et l'avantage, c'est qu'on ne fait donc pas peur aux animaux. Là, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo, parce que on voit des vélociraptors qui courent à côté de la voiture. Ça s'appelle des faisans. Non, mais regardez sur la page YouTube, la page Facebook, là, c'est dingue cette histoire. Puis ils vous courent devant, ils vous précèdent. Oui, jusqu'à 30 km/h. Je les ai mesurés, ça court à 30 km/h. Mais comment il court ouf, le faisan. Oui. Voilà. C'est une voiture Ford. Il y a grâce à l'animation au tableau de bord, qu'on voit très bien là, on peut savoir sur quel mode on est, mais c'est le seul moyen de le connaître. Je peux faire c'est confortable, une blague à 2 francs. Non, pas moi, c'est Bruno, j'adore. Bruno sur la page Facebook qui disait d'habitude, c'est pas les faisans qui courent après Jean-Luc, c'est les poulets, voilà. Bon, d'accord. Pardon. Ou les poulets. C'était drôle. J'aurais préféré les poulettes. Bon, alors, on en était où? On en est assez confortable. Mais je m'attendais à un peu plus de moelleux. Alors, peut-être l'amortissement un peu perfectible. Cela dit, il y a une impression générale de lourdeur, ce qui est normal puisque la voiture dépasse les 1800 kilos. Et si on écrase la pédale des gaz, le moteur devient un peu plus présent. C'est silencieux à allure normale, mais c'est assez bruyant dès qu'on accélère un peu. Il y a quand même des vitesses fictives. C'est mieux. Pourquoi? Parce que vous savez, les hybrides, on va dire Toyota pour faire simple, il y a ce phénomène que j'appelle l'effet mobilette, tout le monde comprend de quoi je parle. Là, on l'a beaucoup moins, c'est moins marqué avec ces vitesses fictives. L'intérêt du système Honda, c'est outre son agrément, c'est son efficacité énergétique, consommation mixte avec de l'autoroute 7,5 litres au 100. C'est une grosse voiture qui est puissante, je vous rappelle. Le hic,
comme je vous l'ai dit au départ, c'est le prix. La finition Advance, qui est haut de gamme, coûte 58 000 €. On a en plus 1 700 € de malus. C'est beaucoup plus cher qu'un Toyota RAV4 et c'est au niveau d'un SUV premium allemand. Wow. Mais voiture idéale pour aller à la chasse, puisque les faisans reviennent directement dans la voiture. Bon, il y a Sully qui dit... J'en ai compté 20, hein. Il y en avait 20 autour de la voiture. Sully sur la page Facebook de Sud Radio qui dit Jean-Luc s'est fait faisander. Enfin, vous en prenez plein la fois, Jean-Luc, vous faites avoir. Hein. Ça va rentrer dans les annales et pas dans le croupion du faisan, nous dit Stéphane. Bravo les garçons sur Facebook. Non mais sérieux, en tout cas tout le monde se lâche. Quand on pense faisan, une petite parenthèse, on parle chasseurs et un grand coup de chapeau pour les chasseurs aujourd'hui. Toutes les associations ont monté le week-end de nettoyage de nature. Toutes les associations de chasse vont laisser les fusils et vont aller nettoyer la nature, des plastiques, voilà. Donc on en profite, bravo. Bon, allez, vous sentez pas qu'on irait vers le Gers là, bientôt là par exemple? Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. On va vous offrir à l'instant même. J'aimerais bien. Mais on va vous offrir des places pour aller vivre les Coupes de Pâques. Ces Coupes de Pâques, vous le savez, hein, c'est 30-31 mars, 1er avril 2024. C'est sur le circuit de Nogaro. Mais donc pour gagner ces Coupes de Pâques, alors on va faire 3 gagnants qui vont pouvoir aller avec la personne de leur choix vivre cette grande... C'était grande festivité, grande course. Et 3 gagnants. Voilà, mais donc 3 gagnants. 2 places par gagnant. Voilà, et puis vous allez être VIP, quoi. Vous allez avoir accès à plein de choses sur les courses de Pâques et pas simplement les tribunes. Pour gagner, voici la question. Attention, Jordan, écoute bien parce que toi qui es au standard, tu vas devoir prendre les 3 premiers appels gagnants à la question suivante. Quel est l'autre nom du circuit de Nogaro? Moi je sais. Chut. 1. Paul Ricard. 2. Jean Cognac. 3. Paul Armagnac. Est-ce que c'est Jean Cognac, Paul Ricard ou Paul Armagnac? C'est que des boissons, votre truc, là. Oui. Enfin, en même temps, c'est pas moi qui les ai inventés. Hein. Voilà, vous appelez tout de suite le 0826 300 300 et vous aurez le plaisir de vivre avec la personne de votre choix ces courses de Pâques exceptionnelles, historiques sur le circuit de Nogaro, qui s'appelle comment alors? L'autre nom, c'est quoi? On vous attend tout de suite. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et on va parler tout de suite de la transition énergétique. Où en est-on? On en parle avec Olivier Gantois, qui est président d'UFIP Énergie et Mobilité. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour Olivier, cette semaine vous avez donc fait une conférence de presse pour parler du bilan 2023 et des perspectives 2024. C'est vrai que le secteur des énergies, on nous parle de transition énergétique depuis très longtemps. C'est bien de savoir où on en est. D'abord, est-ce qu'on a consommé moins de carburant liquide l'année dernière que les années d'avant? Tout à fait. En 2023, on a consommé 2,6% de carburant en moins qu'en 2022. Et si on prend ça sur une période un peu plus longue, donc si on compare 2023 à 2019, c'est-à-dire avant Covid, la baisse est de 4,1%. Ça représente une baisse de 1% par an à peu près chaque année. Donc on est sur une baisse. On est sur une baisse. Ce qui est très intéressant, c'est que on voit que dans les graphiques que vous avez faits pour cette présentation, on voit que c'est décorrélé du PIB. On a un PIB en France qui augmente et malgré ça, on consomme moins de carburant. Or, les économistes nous disaient il y a quelques années, c'est tout à fait impossible. Tout à fait. Alors sur la même période de 4 ans là pour la comparaison, on constate que la consommation, tout produit fini pétrolier, c'est une baisse de 11%, alors que sur la même période, le PIB a monté de 14%. Donc moins 11 versus plus 14, on a une décorrélation. D'accord. Est-ce qu'on consomme toujours autant de gasoil en France? Est-ce que la part du gasoil baisse? Est-ce qu'on consomme plus d'essence? Comment ça se passe? La part du gasoil baisse. La raison est simple. Si on prend les immatriculations en 2023, le diesel n'a représenté que 10% des immatriculations de véhicules neufs. Je rappelle que il y a 20 ans, on était à 70 voire 80% de diesel. Donc en effet, on immatricule très peu de véhicules diesel neufs et ça se ressent, puisque ça fait un certain nombre d'années que ça a lieu, ça se ressent sur l'évolution des consommations
sur la même période de 4 ans où j'ai dit il y a moins 4%, en fait, derrière le moins 4% de consommation de carburant routier, il y a plus 22% de sans-plomb et moins 12% de gazole. C'est ce que j'appelle l'effet ciseau. Donc, montée très nette du sans-plomb et baisse très nette également du gazole. Mais on consomme toujours beaucoup plus de gazole que de sans-plomb en France. Ah, tout à fait. On était quand même à peu près à 3/4 de consommation des carburants routiers qui étaient du gazole et 1/4 qui est de l'essence. Donc ça, par contre, le temps que ça se renverse, ça prendra plusieurs années. Olivier Gantois, on a compris qu'il y avait une baisse de consommation des carburants en France. Normalement, quand il y a le système de l'offre et la demande, quand la demande est plus faible, les prix baissent. Comment on peut expliquer que le niveau des carburants en France reste toujours très élevé, alors qu'en plus on a un baril de pétrole qui est relativement stable, il est entre 75 et 85 $, et malgré ça, le prix à la pompe baisse toujours pas. Comment ça s'explique ? Alors en effet, vous avez raison de mentionner le prix du baril de pétrole, qui, je rappelle, est un prix mondial, qui est le principal déterminant des prix des carburants à la pompe, aussi bien l'essence que le diesel. Donc ce prix est très stable depuis plus d'un an, entre 75 et 85 $ par baril. Et la conséquence de ça, c'est que les prix des carburants en Europe, dont la référence c'est le prix de Rotterdam, sont restés très stables, ainsi que, en conséquence, les prix des carburants en France. Ce que je mentionne néanmoins, c'est qu'il y a un paramètre qui a relativement augmenté dans les prix des carburants, c'est le coût de ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie. Les certificats d'économie d'énergie, c'est un dispositif dans lequel tout fournisseur d'énergie doit financer des économies d'énergie chez ses clients. Le coût auquel ça correspond à ramener au litre vendu à la pompe est passé en 2022 de 4,7 centimes par litre à 7,7 centimes par litre en 2023. Donc augmentation de 3 centimes donc, par litre. Augmentation des taxes, on va appeler ça comme ça. On va rappeler quand même que sur un litre de super sans-plomb à 1,88 € en moyenne, vous payez 1 € de taxes. C'est énorme. Et sur le gazole, vous payez 91 centimes sur 1,80 €. Donc on est quand même... D'ailleurs, est-ce qu'on est un des pays du monde qui taxe le plus les carburants à la pompe ? Non, pas vraiment. Alors, dans le monde, je peux pas vous dire, mais en Europe, qui est ce qu'on regarde le plus régulièrement, on est dans la moyenne. Donc il y a pas de décalage, si vous voulez, entre la France et ses voisins européens. Bon, moi je vais en Espagne souvent, il est à 1,40 € le gazole, donc il y a quand même une petite différence. On a 40 centimes d'écart avec les Espagnols. Bon, c'est sans doute dû aux taxes, mais il y a pas que ça. Bon, on parle aussi du développement des carburants bas carbone. Alors, il y a les biocarburants. Est-ce que ça augmente significativement ou est-ce que ça reste à peu près stable ? Ça augmente, mais de l'ordre de 1% par an. Oui, c'est que dalle. La quantité de biocarburants incorporés dans les carburants a été de 10%. En 2022, j'ai pas encore les chiffres de 2023, mais en 2022, c'était 10%, autrement dit 4,8 millions de mètres cubes incorporés dans les carburants, aussi bien d'ailleurs dans des bioessences dans le sans-plomb que des biogazoles dans le diesel. D'accord. Et ça, je vous dis, ça augmente d'à peu près 1% par an. On nous parle des carburants, des biocarburants de deuxième génération depuis 15 ans. On en est où là-dessus ? Sur les volumes que je viens de mentionner qui ont été incorporés, il y en avait à peu près 9 dixièmes qui étaient des biocarburants dits de première génération et un dixième, donc 10% qui étaient des biocarburants de seconde génération, donc biocarburants avancés. Donc c'est négligeable. Pareil pour les voitures électriques, puisqu'on parle de transition. Donc on a compris qu'il y avait une bascule entre l'essence et le diesel sur les carburants classiques, que les biocarburants, toutes ça représentait une part pas si importante que ce qu'on avait espéré. Sur l'électrique, on en est où ? Alors si on prend les tout électriques, donc le véhicule dans lequel on ne met pas du tout de pétrole. Là, on a eu à peu près 300 000 immatriculations neuves l'an dernier. Et on a un parc du coup en circulation qui est quasiment égal à 1 million de véhicules. Donc 1 million de véhicules tout électriques sur 40. Un parc total, je rappelle, de 39 millions si je prends les véhicules légers. Donc 1 sur 39. Si on rajoute les hybrides rechargeables, puisque parfois on compte les deux,
on a un parc en circulation de 1,6 million de véhicules. Donc ça augmente, nettement, mais il faudra, on le voit bien, 10 à 15 ans à ce rythme-là pour substituer tout le parc de véhicules thermiques en véhicules électriques. Ceci dit, dans les immatriculations, donc électriques plus hybrides rechargeables ont représenté 26% en 2023. Ce pourcentage va augmenter. Donc la vitesse d'électrification du parc va progresser. Ouais. Est-ce qu'on arrivera à remplir les objectifs, à atteindre les objectifs qui ont été fixés? C'est ça la vraie question. Alors ça dépend de quels objectifs on parle. Si on parle de l'électrification des véhicules, oui, on est sur les objectifs que la France s'est donnés. Donc baisse là, CO2. on y est. En revanche, si on regarde la baisse des émissions de CO2, qui concerne bien plus que le transport, là, on a eu une baisse significative l'an dernier. Je vous avouerai que j'ai oublié le chiffre, mais enfin, ça a baissé en 2023 par rapport à 2022. On n'est pas sur la pente qu'on souhaiterait avoir en France. Moi, je traduis ça sous la forme de consommation de carburant. J'ai dit tout à l'heure, sur 4 ans, la consommation de carburant liquide a baissé de 1% par an. Pour être sur les objectifs français de CO2, quand je décompose, il faudrait être non pas à moins 1% par an, mais à moins 6% par an de baisse de consommation de carburant. Donc il va falloir à un moment un coup d'accélérateur sur ces baisses. Bon, écoutez, affaire à suivre en tout cas. Et merci Olivier Gantois, parce que du coup... Ça nous a permis d'être plus informés de tout ce qui se passe au niveau de toutes les énergies qui nous permettent de rouler avec nos voitures. Olivier Gantois, président du FIP Énergie et Mobilité, qui avait présenté ce bilan là il n'y a pas si longtemps pour l'année 2023. Ouais, c'était cette semaine. Allez, à suivre pour conclure cette première heure. Vous, au 0826 300 300, me semble-t-il que c'est Guillaume qui a une question à vous poser, l'ami Jean-Luc. Non, il a plein de questions. Ah, plein, au pluriel. On va pas avoir beaucoup de temps, mince. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Présenté par Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et pour vous tous qui avez joué au jeu pour gagner des entrées pour aller voir les Coupes de Pâques, nous découvrirons le nom et les gagnants juste après le journal de midi. Mais tout de suite, la dernière question de cette heure, et c'est Guillaume qu'on accueille au 0826 300 300. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Dame Laurence, bonjour Jean-Luc. Bon Guillaume, vous voulez râler? Moi j'aime bien les gens qui ont envie de râler, allez-y. Oui, je râle parce que je suis allé voir la R5 au salon de Genève, et effectivement le salon en 45 minutes, et en fait j'étais déçu par la voiture, la batterie, je rentre pas dans les détails, pour moi elle est en NMC, et en fait elle a dû être en LFP pour qu'elle soit pour qu'elle permette plus facilement le V2G, qui permettrait de la décharger, de la charger rapidement. Oui, alors là vous venez de perdre la moitié des auditeurs, y compris ma mère et Laurence d'ailleurs. Non, parce que la V2G c'est la prise électrique qui te permet de charger ta voiture et de redécharger dans ta maison pour ta propre électricité. Elle s'y connaît Guillaume, c'est pas lié à la chimie de la batterie, le fait d'avoir du V2G ou pas. Oui, non, c'est le cycle. Oui, c'est ça. Non, mais je suis un peu branché comme Nana. C'est pas exclu que par la suite la voiture puisse le faire. Et le choix alors NMC, c'est quoi NMC? C'est nickel, manganèse, cobalt. Aujourd'hui, la grande majorité des voitures ont du NMC. Après, dans la batterie. Après, on rajoute un chiffre derrière qui indique la proportion de chacun des composants. Donc là, ça sera sur la chimie la plus évoluée, puisque vous savez que les batteries seront faites en France. On aura du NMC 811, c'est la technologie la plus évoluée qui permet. L'avantage, c'est de faire de la charge rapide. Vous allez me dire, ouais, mais sur le modèle de base, il n'y a pas de charge rapide. Exactement. Voilà. Simplement pour faire des économies, c'est que ça. C'est que ça. C'est pareil. Je pensais que vous alliez me parler du prix. Parce que Renault a beaucoup communiqué en disant la R5 sera disponible à 25 000 euros. Tout le monde s'est dit, ouais, super génial. C'est l'entrée de gamme. Ouais, alors l'entrée de gamme, donc avec un moteur moins puissant, avec une batterie de plus faible capacité, sans possibilité de charge rapide. Et la grande news, c'est que ça sera 25 000 euros bonus déduit sans doute. Voilà. Alors vous savez quoi, j'ai interrogé Renault pour
pour essayer de leur tirer les vers du nez. Pour l'instant, ils ne communiquent pas. La grille tarifaire n'a pas encore été faite chez Renault. Donc, c'est des spéculations, tout ce qu'on est en train de dire. D'accord. Mais donc, on prend des gants. Mais vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, quand on dit 25 000 €, mais ça sera peut-être bonus déduit, on peut en déduire que ça sera, à mon avis, bonus déduit. Bon, au-delà de ça, cette R5, elle est plutôt sexy. Vous l'avez vu, non? Faut pas. Oui. Ouais. Non, sérieux. Un peu petite pour moi qui suis grand. Quand je suis vous mesurez dedans, j'ai 1m90. Quand j'ai reculé le siège, il y a un monsieur qui a crié derrière, vous m'écrasez le pied. C'est assez rigolo. Il faut monter avec des culs de jatte derrière, c'est non, tout. mais c'est pas ça, mais c'est une voiture qui est dans ce segment-là. Mais 3,92 m de long, voilà, donc c'est du segment. une voiture compacte. Mais c'est ça, comme les petites DS, comme la Fiat, comme la Clio. Oui, comme la Twingo, pardon. Oui, c'est des petites voitures. Au niveau du style, c'est plutôt réussi, que l'intérieur, l'habitacle, le traitement est plutôt bien. Pareil, les voitures qui ont été présentées à Genève, c'est des finitions haut de gamme. Est-ce qu'il y aura vraiment un écran numérique aussi grand dans les modèles d'accès? On n'en sait rien pour le moment. On est en pleine... comment dire, on est en pleine fabrication de cette gamme de la R5. Elle s'appelle E-Tech puisqu'elle sera électrique. Mais moi, je crois que ça sera un grand succès. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'elle va être 100% fabriquée en France. Et ça, c'est important. Voilà. Et Renault, alors j'ai posé la question, ils m'ont pas répondu, continuera certainement le choix du moteur. On appelle ça un moteur synchrone bobiné. Alors c'est quoi la différence? Il y a des moteurs synchrones à aimant permanent. Il va falloir maintenant intégrer tout ça puisqu'on va vers l'électrification. Donc, il va falloir interrogation dans 2 heures. Non, mais si je vous parle d'un moteur diesel ou essence, est-ce que c'est là, c'est deux technologies un peu différentes de moteurs. Quel est l'intérêt du moteur synchrone bobiné? C'est qu'il n'y a pas ce qu'on appelle de terres rares pour fabriquer l'aimant. Tout le monde a compris que les terres rares, c'est les Chinois qui les vendaient et que pour être moins dépendant du marché chinois, on avait une technologie de moteur qui avait été choisie par Renault, par BMW d'ailleurs. Et au-delà de ça, c'est qu'on ne va pas détruire des terres. Des pays entiers pour aller les chercher. Oui. Après, vous me direz, le lithium. Et le lithium, on a des ressources en France, donc on pourra fabriquer des batteries. De toute façon, on ne peut pas créer un véhicule qui sera zéro pollution. Non, ça n'existe pas. Voilà. Mais ça veut dire... Mais moi, je la trouve bien plutôt, cette R5. Guillaume, vous étiez vraiment déçu, vous? C'était le côté technique, le V2G, la batterie qui n'était pas LFP, qui permettrait pas de faire c'est le début, des charges, etc. Mais voilà, je suis peut-être un peu trop high-tech. Oui, c'est ça. La batterie lithium fer phosphate, c'est ça que vous évoquez. En fait, l'avantage de ces batteries-là, c'est qu'elles sont moins chères et plus sécuritaires. C'est les deux seuls avantages parce qu'après, en termes de densité énergétique, c'est moins bon que du NMC. Jean-Luc et Guillaume, on a une question sur Facebook, la solution française avec Nawa. Jean-Luc, on vous pose la question, c'est Bruno qui pose la question, vous connaissez ça? On va... oui. Il y a une évolution sur les batteries, ce qu'on appelle les batteries solides. Alors, on fera peut-être ce qu'on va faire. On va faire venir on n'aura pas le temps d'en parler là. On va faire venir un spécialiste de batterie qui nous expliquera quelles évolutions on va avoir. Parce que là, on parle du NMC, c'est la techno actuelle, mais la techno future, elle est déjà dans les labos. Elle va être produite en France aussi. Super. Eh ben voilà. Merci Guillaume. Grâce à vous, on en a appris beaucoup plus. Et puis, merci d'écouter Sud Radio régulièrement et on parle auto en particulier. On vous adore. Allez, retour de l'info dans quelques instants. Mon petit doigt me dit qu'on va découvrir le nom des gagnants juste après l'info et qu'on va parler pneus et qu'on va continuer à se faire du bien et à être ensemble jusqu'à 13h. À tout de suite. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et ravi de vous retrouver pour la deuxième heure de notre rendez-vous qui vous plaît beaucoup, y compris sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes nombreux à être avec nous. Alors, dans quelques instants, on va parler pneus, mais on va surtout parler des roues de secours. L'ami Jean-Luc. On va s'intéresser. Alors normalement c'est à l'Épiphanie qu'on devait faire ce sujet parce qu'on va parler roues galettes, mais là on va d'abord se poser la question pourquoi est-ce que les roues de secours ont été supprimées dans les voitures et voir quelle solution on peut avoir. C'est en pied de ce qu'on a fait la semaine dernière, puisque vous savez qu'on a parlé des bombes anti-crevaison, et si vous avez bien suivi tous les épisodes de notre feuilleton passionnant, il ne faut pas se servir d'une bombe anti-crevaison. Voilà, on va voir tout cela. Nous allons aussi nous promener du côté d'Arras pour y faire pas que des bêtises. Oui, non, c'est Cambrai les bêtises. Oui, pardon, c'est Cambrai, c'est pas loin d'Arras en même temps. Voilà. Oui, mais vous avez raison. On ira à Arras demain où il y a une expo de véhicules de collection, et surtout il y a une bourse d'échange. Ça c'est important.
quand on est collectionneur, parfois il y a des pièces qui sont dures à trouver, donc on va aller voir à Arras ce qui va se faire. C'est exactement. Et je suis un peu la représentante officielle ce matin pour journaliste auto, pas à votre niveau, mais un peu quand même, de la féminisation des métiers de l'automobile dont on va parler aujourd'hui. Exactement, et ça augmente contrairement à ce qu'on peut croire. Et il y a même des métiers très surprenants dans lesquels il y a de plus en plus de femmes. Par exemple, la réparation carrosserie, les peintres, eh bien, il y a même la tôlerie. Il y a des femmes aujourd'hui qui veulent accéder à ces métiers-là. Alors pourquoi, comment, ça représente quoi? On vous répondra tout ça tout à l'heure. Voilà, moi pour la petite histoire, je vais aller faire le salon des dépanneurs. On va les accueillir parce que j'aime beaucoup les dépanneurs. Grâce à eux, vraiment, on n'est pas sur le bord de la route. Je vais animer ce salon, donc en tant que femme. Il y aura aussi de la carrosserie. Je vais m'en occuper cette semaine en tant que femme. Mais avec moi, j'ai jamais eu de panne. Je comprends pas. Enfin bon. Alors en voiture. Je ne veux pas me porter la mouise. On ne parlera que d'automobile, l'ami Jean-Luc, vous ne m'aurez pas. Allez, c'est parti, parce que on parle d'automobile, on parle de circuit, on parle de cadeaux grâce à Sud Radio. Et vous le savez, nous vous offrons des entrées, des places pour aller vivre les Coupes de Pâques le 30, 31 mars et 1er avril 2024. Vous savez depuis quand les Coupes de Pâques ont lieu en France et au circuit Nogaro ? Oh là là, ça doit faire une éternité, je dirais presque un siècle, non ? Non, 68. Ah bon, ça va. Ça va, 68, c'est des adolescentes. 1968. Hein. Alors voilà, des places, puisque Sud Radio est partenaire de Nogaro et des Coupes de Pâques. Alors, on va accueillir Pierre avec nous au 0826 300 300 qui a répondu correctement à la question que je posais. Salut Pierre. Bonjour Sud Radio. Alors bonjour, la question, Pierre, vous habitez où vous d'ailleurs ? J'habite à Gradignan, ce qui se situe dans les Graves, aux portes de Bordeaux. On adore. Gironde. Love you. Quel est l'autre nom du circuit de Nogaro, Pierre ? Est-ce Paul Ricard, Jean Cognac ou Paul Armagnac ? Tout simplement Paul Armagnac, puisque c'est la région de l'Armagnac. Exactement. En tout cas, vous avez gagné une entrée pour 2 personnes pour aller vivre ces Coupes de Pâques, 30, 31 mars et 1er avril. Bravo, Pierre. Je suis très heureux, je vous remercie infiniment et j'en profite pour féliciter Sud Radio de la qualité de votre émission matinale sur l'auto, avec des sujets qui sont toujours très originaux et beaucoup de sagacité. C'est vraiment très agréable de vous suivre. Merci. Matin. Merci beaucoup Pierre, ça nous va droit au cœur. Merci Pierre, oui. Droit au cœur, ça j'aime bien cette expression. Je fais une grande journée Sud Radio puisque ce soir, évidemment, je suis le crunch sur Sud Radio. Eh ben oui, avec rugby. Avec l'incomparable France-Angleterre, oui. Ouais. Bon. France-Angleterre. C'est ce soir. C'est à 21h à Lyon. Oui. Ah oui, pardon, c'est évidemment ça. Non, parce que je pensais aux autres matchs. Parce qu'il y a d'autres matchs ce week-end. Oui, il y a d'autres matchs. Voilà, et ce que je voulais dire, c'est que celui qui nous intéresse, c'est celui-là. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que rugby, il y aura tout le week-end avec Sud Radio Rugby, qui est la radio de rugby. Voilà, c'est pour ça. Je me suis un peu mélangé les pédales. Et j'embrasse mes amis qui vont à Lyon, parce que j'en ai plein qui vont à Lyon. Bon, les autres gagnants, Laurence. Oui, on embrasse Jean-Michel également et Pauline qui ont gagné. Voilà, donc il y avait 3 gagnants, 3 x 2, 6. C'est parti. Pierre, on vous embrasse fort. Merci Pierre. J'ai été déstabilisée de ne pas avoir compris, vous parliez de Lyon ce soir. Bref, allez, c'est parti, on y va, on va parler pneus, tiens, tout de suite. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus. Parlons bien. On va accueillir Dominique Stemfel. Quelqu'un qu'on connaît à peine, Dominique Stemfel. Président du syndicat du pneu. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Vous parlez rugby vous aussi ou bien ? Je peux parler rugby, effectivement, mais je parle surtout pneumatique. Ah, et roue de secours. Oui, bon, un ballon, cela dit, il y a du cousinage avec un pneumatique quand même. Hein. Ah un ballon, effectivement, il faut de l'air, comme le pneumatique, s'il n'y a pas d'air, ça ne marche pas. Et puis du caoutchouc aussi. Dominique, pourquoi est-ce qu'on a supprimé les roues de secours sur les voitures ? C'est parce que c'était la 5e roue du carrosse, c'est ça, non ? Alors c'était effectivement la 5e roue du carrosse, mais il y a des raisons plus pragmatiques. Les constructeurs cherchent à supprimer la roue de secours, au moins pour 3 raisons. La première, c'est le coût. Une roue supplémentaire, ça a un coût, effectivement. La deuxième raison, c'est le poids. Et les constructeurs chassent le moindre gramme. Donc, effectivement, quand il s'agit d'enlever 15 ou 20 kilos ou 30 kilos sur un véhicule, c'est énormément de poids gagné. Et puis, aujourd'hui, il y a une circonstance supplémentaire sur les voitures hybrides ou électriques. On a besoin de place pour
positionner les batteries et on enlève tout simplement la roue de secours. Oui, puis il y a la taille des roues aussi, parce que quand on prend les roues des voitures il y a 30 ou 40 ans et qu'on voit la taille des roues des voitures aujourd'hui, c'est pas la même chose quand même. Il y a 30 ou 40 ans, le diamètre d'une roue, c'était de l'ordre de 50 cm. Aujourd'hui, pour certains véhicules, on est quasiment à 70 cm. Ah oui. Ouais, donc c'est vrai qu'il faudrait beaucoup plus de place. Ouais. Bon, absolument. On en a parlé la semaine dernière. Quelles sont les alternatives ? Alors on a compris depuis la semaine dernière, tous ceux qui nous écoutent et ceux qui ne l'ont pas entendu, obligatoirement ils vont écouter le podcast. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui écoutent les podcasts. Pas de bombe anti-crevaison. Le podcast, le replay, vous voulez dire ? Ouais, sur la page l'émission en podcast de la semaine dernière. Oui, le replay, parce que. Bon, alors, on en discutera après. Oui, monsieur. Donc, ils vont réécouter. Bon, on a compris, pas de bombe anti-crevaison, mais qu'est-ce qu'il y a comme alternative ? Alors, comme alternative, il y a des alternatives qui existent déjà, qui sont les pneumatiques run flat. Mais un certain nombre de constructeurs seulement ont choisi cette option parce que ça impose d'autres contraintes. Ce sont des pneumatiques qui sont très lourds, qui obligent à avoir des suspensions spécifiques et qui sont également plus coûteux. Oui, puis en plus certains sont pas réparables, alors donc ça coûte vraiment un bras quand on crève. Absolument. Alors il y a une solution alternative qui est proposée par Bridgestone et qui permet en fait de monter des pneumatiques drive guard, donc qui sont des espèces de run flat et qui peuvent se monter sur des jantes traditionnelles. D'accord. Donc ça, après coup, on peut monter du entre guillemets run flat sur des jantes sur un véhicule qui n'avait pas été en monte de départ avec ça. Voilà, alors donc cette marque a fait une proposition qui fonctionne plutôt pas mal, mais qui n'est pas très diffusée parce qu'elle n'est pas très connue. Ouais, puis qui doit être plus cher quand même aussi. Qui est plus cher aussi, oui. Ouais. L'autre solution, c'est ce qu'ont choisi certains constructeurs, c'est de mettre un gonfleur à l'intérieur du véhicule. Alors, avec un système de caoutchouc liquide. Mais là, on rejoint le système de la bombe anti-crevaison, ou l'autre solution, effectivement, c'est d'utiliser ce gonfleur avec la mèche qui avait fait l'objet de l'émission de la semaine dernière. Ouais, ça s'appelle RAS Tip Top. Vous pouvez aller voir sur le site du fabricant. Alors, on peut aussi embarquer, il y a des voitures qui ont encore un emplacement pour mettre une roue de secours. On peut mettre une roue temporaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre une roue galette et une roue temporaire? Il y en a une qui a une fève et l'autre pas, c'est ça? Alors c'est tout à fait ça. Non, plus sérieusement, la roue galette, c'est le nom populaire. La roue temporaire ou temporary spare en anglais, c'est le nom technique, le nom officiel. Mais c'est la même chose. D'accord, donc c'est une roue plus petite que la roue d'origine. Parce que quand on a... Alors c'est pas une roue plus petite, Jean-Luc, il faut préciser les choses. C'est une roue de même diamètre, mais moins large, voilà. Voilà, c'est une roue de même diamètre parce qu'il faut respecter, en fait, pour la préservation de la chaîne cinématique du véhicule, il faut respecter, en fait, le diamètre extérieur. Mais c'est un pneumatique qui est très très étroit. Alors c'est 125, 135, 145 mm. Mais par rapport aux dimensions qu'on utilise à l'heure actuelle, c'est très étroit. Donc ça permet effectivement de se placer dans un emplacement qui est beaucoup plus petit que la roue d'origine. D'accord. On peut trouver ça en aftermarket, une spare tire. On va être English. C'est pour ce soir pour le crunch. Oui, ça se trouve d'ailleurs assez facilement en aftermarket et on trouve d'ailleurs des kits qui comprennent dans un emballage qui est bien fait d'ailleurs la roue avec le pneumatique, le cri parce que le véhicule n'est pas prévu d'origine avec un cri, la clé et puis également un jeu de boulonnerie, puisqu'en fait, comme c'est de la jante tôle qui remplace le plus souvent de la jante alu, il faut une boulonnerie différente. Dernière question, parce qu'elle est très importante, je la trouve très intéressante. Combien ? Non, sur la page Facebook de Sud Radio, Stéphane qui dit: a-t-on le droit d'installer un dispositif sur le toit avec un pneu de rechange ou un dispositif comme les 4x4 à l'arrière sur le coffre ?
Oui, c'est pas interdit de mettre une charge sur le toit. Mais c'est pas interdit, mais au niveau aérodynamique, vous allez la payer un paquet de fois, votre roue qui va être sur le toit. Non, en général, il y a de la place dans le coffre. Ça coûte, on est d'accord, entre 200 et 300 euros. Il y a certains constructeurs qui proposent cette roue pour 100 euros. Je crois que chez Dacia, c'est 110 euros. Donc on peut installer. Par contre, si la dernière question, la pression de cette roue galette, là. Alors c'est des roues qui sont avec des fortes pressions, qui sont de l'ordre de 4,2 kg, 4,5 kg. Alors il faut préciser que quand on refait les pressions du véhicule, si on a une roue galette, il faut vérifier la pression de la roue galette parce que il n'y a rien de plus stupide d'avoir une roue de secours dégonflée. Effectivement, ouais. Voilà. Et puis ensuite, il y a quand même des précautions d'usage. Elle est limitée à 80 km/h parce que effectivement, sur un pneumatique qui est tout petit, ça déséquilibre le véhicule. Donc il faut être très très précautionneux quand on l'utilise. Alors il y a un profil, il y a un dessin qui est particulier, qui est très bruyant, tout simplement pour alerter le conducteur. Et il ne faut pas qu'il oublie qu'il a effectivement un équipement qui est disparate. Mais il faut être très très prudent quand on utilise une roue galette. Et il faut bien préciser que ça n'est qu'un usage très temporaire. C'est ça, pour aller faire réparer sa roue ou en changer carrément. Merci beaucoup Dominique S. Merci Dominique. Dominique Steinfeld, président du syndicat du pneu. Merci d'avoir été avec nous. Allez, on va faire une pause et puis on va aller se promener du côté d'Arras pour découvrir une magnifique exposition. Et je vous rappelle qu'à la fin de l'émission, nous allons parler d'une féminisation croissante des métiers de l'automobile. Comment est-ce qu'on l'explique? Ça me fait plaisir parce que nous les filles, de toute façon, on est là, vous pouvez plus vous passer de nous et qu'on est très fortes. Voilà, c'est comme ça, c'est dit, on fait plus court, c'est parti. Sud Radio, on parle auto, parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et on va aller se promener du côté d'Arras, parce que du côté d'Arras, il y a une très belle exposition grâce à un club passionné. Alors pour ce faire, on va accueillir... Ça sera demain, Laurence, on ira se promener demain à Arras. D'accord, mais aujourd'hui, monsieur Jean-Luc, on accueille Philippe Potier, qui est l'organisateur. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Bon, merci d'être là. Ça fait un petit moment. Alors parlez-nous déjà de votre club. Écoutez, nous sommes le club Raveros, c'est ce qu'on appelle le rassemblement des amoureux de véhicules d'époque de la région d'Artois. Donc on est pratiquement 70 familles qui composent ce club, tous des passionnés naturellement d'anciennes voitures ou de motos. Et donc chaque année, on organise un gros événement sur la région qui est la bourse d'échange avec une belle exposition d'automobiles et de motos anciennes. D'accord, depuis 1987. J'étais pas née. Oui, tout à fait. Je suis une menteuse. Non, je rigole. Quel type de voiture vous avez? Quel type de... Il y a de tout. C'est surtout elles ont toutes plus de 30 ans naturellement. Ouais. Mais on a 4 plateaux cette année. Un plateau dédié aux sportives, essentiellement des anciennes sur sportives. On a plutôt un plateau deuxième qui est des voitures de prestige, un peu plus cossues, mais toujours les anciennes bien sûr. Et puis après un autre plateau qui est les avant-guerres, je dirais. Bon, ça on a toujours des casse-carrés, il y a des tractions, il y a des voitures un peu plus âgées. Oui, parce qu'en plus c'est l'anniversaire de l'attraction, c'est les 90 ans de l'attraction cette année. Tout à fait. Alors on a un plateau prestige avec notamment les 100 ans de la MG, entre autres, également. Oui, 100 ans de la marque MG, oui. Petite fête, voilà, c'est ça. Donc quelque part, on leur donne un petit clin d'œil. Et puis après le dernier plateau, qui est un plateau de 2 roues essentiellement, composé de très 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 jolies motos anciennes avec des marques un peu de françaises bien sûr, et essentiellement françaises. Ouais. Vous parlez de 1000 voitures et motos anciennes qui seront présentes. Oui. Et en fait, on a une salle d'exposition à l'intérieur avec un gros 60 véhicules d'exception qui. Nous avons. Oui, ça Philippe, coupe du côté du nord. Hein. Ouais. Oui, et surtout, on a 1000 voitures qui vont venir nous côtoyer sur le parking, où tous les visiteurs puissent les voir. C'est toutes des voitures de plus de 30 ans. Ils ont un accès gratuit, je dirais, au parking. Et bien sûr, ça fait partie du lot, quoi. Bon, il y a beaucoup de collectionneurs dans le Nord, énormément. Oui, j'aime bien parce que. Alors, on va demander à Philippe. Moi, je connais bien. Moi, je connais bien. Donc, pour avoir travaillé très longtemps dans une radio à Lille, voilà. Bien sûr. Il y a beaucoup de collectionneurs. C'est étonnant.
Tout à fait. Si. Il y a de nombreux clubs. Et d'ailleurs, les clubs sont rassemblés chez nous également. On en a pas loin de 20 collectionneurs, enfin pas collectionneurs, de clubs qui sont amis, qui viennent nous présenter, je dirais, soit une voiture ou présenter tout simplement leur club. Voilà. Ouais. En plus, alors bon, pour la petite histoire, c'est mon carrossier. Qui est à Arras, qui s'appelle Marc, qui s'appelle Franck. Franck Restauration, c'est mon carrossier que j'ai eu au téléphone cette semaine parce que j'ai une de mes voitures qui est chez lui. Laquelle ? Une Mercedes 350 SL. Non mais attendez là, vous êtes avec un collectionneur amoureux, il en a 12. Ah oui, voilà. bien sûr. Et donc c'est Franck qui me dit je suis là en voiture parce que j'emmène une voiture à Arras parce qu'il y a l'expo gna. Je lui dis mais attends, explique-moi un petit peu. Il attend de rentrer pour pouvoir les présenter sur son lieu d'exposition. Pour l'instant on est en pleine installation. Vous l'embrassez pour nous. Hein. Mais c'est un gros travail de préparation. C'est demain essentiellement l'ouverture. Mais honnêtement, c'est un très très gros travail de préparation pour assouvir, je disais, cet événement, quoi. Ouais. Alors il y a une bourse d'échange aussi. Qu'est-ce qu'on peut y trouver ? De tout, de la pièce moto, de l'ancienne, de toutes les marques, beaucoup de marques. On a de la documentation technique, bien sûr, qui va de pair. Des trucs on recherche le document, je dirais, introuvable quelque part. Et puis après, on a toujours de l'automobilia, comme on appelle, des petits accessoires, et bien sûr de la miniature, mais en quantité relative aujourd'hui, cette année. Voilà. D'accord. Alors, le côté pratique, donc c'est demain, à quel endroit, combien ça coûte? Alors, c'est Arto Expo, c'est le parc d'exposition d'Arto Expo de la région d'Arras, qui est en fait sur le site de Saint-Laurent, Blangy, et c'est 50... rue Roger Salongour, l'adresse pour pouvoir le mettre sur le GPS. Pour vraiment simplifier, vous tapez votre exposition sur votre moteur de recherche et tout de suite vous tombez sur le rendez-vous, l'adresse. C'est 6 € l'entrée et c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Et c'est de quelle heure à quelle heure? 8h, 18h. Bon, c'est top. Ça laisse du temps. Faites quoi demain? On va croiser les doigts pour qu'il fasse pas trop mauvais, quoi. Voilà. Alors nous, on espère qu'il ne pleuve pas. Ça serait très bien. Ça serait bien. On vous le souhaite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Philippe. Et bonne manifestation. Philippe Potier, qui est l'organisateur de cette magnifique journée, 3e dimanche de mars, l'exposition de véhicules anciens d'exception et la bourse d'échange. Allez, à suivre, il y aura la féminisation croissante des métiers de l'automobile pour conclure notre rendez-vous. Mais juste après, il me semble qu'au 0826 300 300, nous avons Marc qui nous attend et qui a une question à poser, ou tout du moins un avis à donner. Il n'a pas une question, il a plein d'avis à donner. C'est ça. On va l'écouter dans quelques instants. Restez avec nous. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et à 12h30, vous le savez, vous qui nous rejoignez, c'est une émission qui vous est consacrée. Vous avez la parole régulièrement. Soit vous nous appelez, soit vous nous écrivez jeparticipe@sudradio.fr. Et avant d'accueillir Marc, qui nous a envoyé un mail par jeparticipe@sudradio.fr, j'ai une question extrêmement importante sur la page Facebook de Sud Radio, l'ami Jean-Luc, de JC, qui nous dit bonjour. Vous avez indiqué dans l'émission de la semaine dernière qu'il y avait des nouvelles prises en charge pour les moteurs PureTech Stellantis. Où peut-on retrouver ces informations ainsi que la référence de l'huile préconisée pour ces moteurs? Merci pour tout, Jean-Christophe. Oui, on peut le retrouver. Alors maintenant, toute la presse s'est emparée du sujet. Donc vous allez par exemple sur Caradisiac et vous trouverez l'information sur caradisiac.com. Voilà, très bien. Et l'huile dont vous parliez? Alors, de mémoire, je peux pas vous donner la référence parce que même quand on l'a écrit sous le nez, c'est pas facile à retenir. D'accord. Ouais. Bon, Jean-Christophe, débrouillez-vous. Non, c'est pas débrouillez-vous, mais c'est une huile avec une viscosité différente et des propriétés chimiques différentes pour éviter de la désagrégation de la fameuse courroie. Très bien. Bon, en tout cas, voilà, Jean-Christophe, je trouvais que c'était important puisque votre question remaniait une vraie réalité que beaucoup partagent. Allez, on accueille Marc. Salut Marc. Bonjour Marc. Oui, bonjour. Oh, quelle jolie voix, comment ça va?
Bah écoutez, ça va bien en vous écoutant. Eh ben c'est cool. Je voulais féliciter au fait votre collaborateur au téléphone, qui est quelqu'un de très sympathique. Ah, c'est Jordan qui est au standard. Il est très sympa. Il fait très très bien son travail. Mais tout le monde est génial ici. Enfin, c'est pour ça que on ne quitte plus les studios de Sud Radio. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui nous écoutent maintenant. Aussi. Voilà. On vous écoute. Allez Marc, on vous écoute. Marc, vous m'avez envoyé un petit mail. On reprend une discussion qu'on a eue il y a quelques temps avec un auditeur où on parlait en fait des progrès entre guillemets de l'automobile. On avait évoqué le poids des voitures. Et moi j'avais répondu que c'était en grande partie pour de la sécurité. Et vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça. Moi j'aime bien quand les gens sont pas d'accord avec moi. Alors je suis pas tout à fait d'accord, puisque d'ailleurs ça va reprendre un petit peu la discussion que vous avez eue avec les roues galettes, où votre interlocuteur disait que c'était pour faire des économies de poids. Donc ça, je trouve que question sécurité, ne pas avoir une roue de secours, imaginez quand vous éclatez sur l'autoroute, sur la bande d'arrêt d'urgence, moi je trouve ça absolument délirant, qu'on fasse passer la roue de secours après la sécurité. Et puis, comme je vous l'avais dit, je trouve qu'il y a un certain nombre de choses où vous êtes d'ailleurs, on finit un petit peu par se rejoindre. Un GPS dans une voiture, ça pèse du poids. Un haillon électrique, c'est pas le plus lourd. Complètement inutile. Surtout que le GPS, dans le fond, les gens ont un téléphone portable et je crois qu'ils utilisent beaucoup une application. Oui, mais vous savez qu'il y a des constructeurs, on va le citer, Dacia par exemple, qui proposent des systèmes qui font appel à votre téléphone portable, et surtout ils ont un système de fixation du téléphone sur le tableau de bord qui est vraiment superbe, et on n'a pas besoin de plus que ça. Après c'est parce que c'est la politique de Dacia qui dit le minimum dont on a besoin, basta, le reste... Je suis d'accord avec vous. C'est vrai que le poids des voitures, tiens, je vais vous donner un exemple. Cette semaine, j'ai essayé, ça sera bientôt un essai, j'ai essayé la Mini Countryman. La Mini Countryman, elle pèse 1700 kilos. La première Mini pesait 600 kilos. Voilà, exactement. Oui, mais alors la première Mini était quand même plus courte que la Countryman. Évidemment, la première Mini était beaucoup plus petite, mais le truc, il a pris 1 tonne 100 quand même. Vous imaginez si demain, dans les mêmes proportions, vous montiez sur la balance. Il faut faire le régime comme j'aime pour les voitures. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu... Alors, dans les explications, par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois, on est allé, vous avez peut-être vu l'essai de la Peugeot 3008 qui est un gros patapouf puisqu'elle fait 2 tonnes 2 en version électrique. Donc évidemment la question que tout le monde a posée à Peugeot lors de la présentation, c'est pourquoi est-ce que la voiture est si lourde. Dans les réponses qu'ils nous ont données, d'abord le châssis a été prévu également pour les normes de crash test américaines et elles sont plus sévères au niveau latéral que les normes européennes. Ça a imposé d'avoir un châssis qui est beaucoup plus lourd que le simple châssis s'il avait été destiné à l'Europe. Ensuite, cette plateforme sera utilisée pour d'autres modèles plus gros que le 3008. Donc, tous les organes ont été dimensionnés pour le plus gros modèle qui utilisera cette plateforme, c'est-à-dire les suspensions, les freins, etc. Et tout ça, c'est du poids supplémentaire que tout le monde, que sur le modèle de base, vous allez être obligé de traîner. Et pourquoi ? Pour faire des économies. Aujourd'hui, le poids des voitures, vous allez me dire, c'est contre-productif. On met plus de matière pour faire des économies. Oui, parce qu'on standardise la fabrication et bien on prend le standard le plus élevé. Si on a besoin de gros freins pour un véhicule qui va peser 3 tonnes, celui qui pèse que 2 tonnes, il y aura les mêmes freins. Donc on l'aura surchargé. La carrosserie, c'est allégé, elle. La matière carrosserie, c'est vraiment allégé. Alors, la carrosserie, c'est allégé parce qu'on a aujourd'hui ce qu'on appelle des aciers à haute élasticité qui permettent effectivement de diminuer l'épaisseur des tôles. Et puis, il y a beaucoup de voitures qui utilisent des carrosseries en aluminium. Tesla, par exemple, c'est pratiquement 100% de l'aluminium, ce qui est compliqué à réparer d'ailleurs, mais c'est beaucoup moins lourd. Et c'est vrai qu'il y a tout un tas d'accessoires qu'on a aujourd'hui sur les voitures qui augmentent de façon importante le poids. Vous avez des moteurs électriques partout pour les sièges, des trucs. Un moteur électrique, ça pèse lourd. C'est du confort. Est-ce qu'on pourrait revenir en arrière ? C'est ça votre vraie question, Marc. Est-ce qu'on pourrait revenir en arrière ? Ma vraie question, c'est surtout, dans le fond, pourquoi ne pas mettre tous ces accessoires en option ? En même temps, un siège électrique, honnêtement, une fois que vous avez réglé votre siège, vous n'avez pas besoin d'un siège. Enfin, moi personnellement, bien sûr, c'est comme, je ne sais pas, c'est pas une question de poids, mais il y a quelque chose qui m'amuse énormément, c'est les essuie-glaces qui se mettent automatiquement en marche. Ce que moi je déconnecte sur ma vieille voiture d'ailleurs. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un au monde
que lorsqu'il pleut, qui ne met pas ses essuie-glaces. C'est assez amusant comme alors là, ça. je suis pas tout à fait. Ça, je suis pas sûr que ce soit très lourd. Je suis pas sûr que c'est un petit capteur. Ouais. Et puis ça fait. C'est pas ce qui est le plus lourd. Non. Bon, en tout cas, on a bien compris. Hein. Et puis, c'est une vraie question en fait aujourd'hui. Une vraie question. Oui, mais est-ce qu'on va pouvoir rediminuer le poids des voitures ? C'est pas sûr, parce que vous avez vu que les normes sont de plus en plus exigeantes et malheureusement, ça va pas dans le sens d'un poids plus faible. Pour diminuer le poids des voitures, il faudrait des voitures plus petites, avec des moteurs plus petits, donc moins puissantes et moins de confort. Maintenant, est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça ? Ça dépend. Ça a existé. Regardez, quand Dacia... ça marche avec Dacia. C'est la preuve que ça marche, en tout cas. Donc, on peut faire de la décroissance. Mais c'est pas de la décroissance, c'est penser autrement et rouler, revenir à du bon sens. C'est ça. Non pas décroissance en plusieurs mots, mais Allez, salut Marc, merci beaucoup d'avoir ouvert les yeux. Merci Marc, merci au revoir. Allez, à suivre, on va prendre le temps de découvrir que oui, les femmes reviennent de plus en plus sur les métiers de l'automobile, féminisation croissante. Comment est-ce qu'on l'explique ? On en parle dans quelques instants. Vive les femmes. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et les femmes de l'année, cette année, 2 femmes qui ont reçu plusieurs prix dans le monde de l'automobile. Aurélie Jouve pour Équipe Auto, Anne-Marie... Non. Pour le salon de Lyon, c'est Anne-Marie. J'ai un trou de mémoire. Donc, si vous êtes la Anne-Marie en question, vous appelez Laurence. Non, mais je l'adore. En plus, ça va me taper sur les doigts. Qui ont reçu en tout cas 2 prix importants pour les femmes dans l'automobile. On va parler de cela parce que il y a une grosse féminisation. C'est pas simplement dans la malle arrière. Comme la belle-mère. Il y en a de plus en plus. Il y a une féminisation croissante des métiers de l'automobile. On a avec nous Guillaume Faury, qui est directeur général adjoint. Directeur général adjoint de l'Association nationale pour la formation automobile. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Bon, alors quand on voit les chiffres, c'est surprenant parce qu'on a vraiment le sentiment, alors moi qui suis dans le milieu de l'automobile depuis 37 ans, que ça reste un monde très très masculin, mais ça se féminise c'est pas doucement, c'est quand même assez significatif. Alors complètement, merci de votre invitation, toujours ravi de pouvoir échanger et parler sur ce sujet. Effectivement, on constatait plutôt frémissement, on va dire, par le passé, mais il y a une accélération qui se produit. On a produit quelques statistiques avec notre observatoire des métiers récemment qui ont mis en lumière qu'on avait une progression très forte en fait des jeunes femmes dans nos cursus de formation, à plus 19% en 2023. Donc c'est énorme. Et ça a doublé depuis 2016 d'après vos chiffres. Depuis 2017. Depuis 2017. Donc vous voyez quoi, en 6 ans de temps, un doublement de jeunes femmes. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez significatif. Comment on peut expliquer cette progression de la féminisation du monde de l'automobile ? Alors nous, on a plusieurs lectures, mais une des premières. Il y a comment dire, une évolution sociétale déjà dont on bénéficie. On voit qu'une manière générale, les jeunes femmes n'hésitent plus à se tourner vers des métiers entre guillemets traditionnellement masculins. Ou plus technique, on peut dire ça comme ça aussi. Exactement. Et puis en parallèle aussi tout un travail que des organismes tels que le nôtre et d'autres acteurs de la branche en fait font comme travail d'évangélisation sur des salons, sur des mondiales des métiers. Vous avez dû entendre parler des WorldSkills, où on est là pour apporter des témoignages. On fait intervenir de plus en plus aussi des porte-paroles un peu femmes de nos ateliers, pour justement montrer que oui, c'est possible, on peut rejoindre les métiers d'auto. Les métiers ont changé aussi. C'est pas comme. Ils sont peut-être moins durs qu'autrefois, c'est vrai que. Évidemment, Alors là, on touche un des clichés qui faisait qu'effectivement, on avait peut-être moins de jeunes femmes qui nous rejoignaient. C'était, c'est sale, c'est dur. Non, en fait, il y a déjà dans un garage, de manière générale, il y a quand même des métiers très très différents qui vont de la vente juste à une partie beaucoup plus technique. Et même dans la technique, on voit dans les méthodologies de réparation, aujourd'hui, on n'est plus trop confronté à des points importants à apporter parce qu'il y a des solutions ergonomiques à apporter et finalement,
tout à chacun peut œuvrer dans un atelier. Oui, donc les métiers ont bien changé. Est-ce que vous pensez que les médias ont pu générer, je pense par exemple, on va faire plaisir à François Alain, parce que j'ai vu en fait une émission, je sais plus sur quelle chaîne, où une jeune fille qui était en formation pour faire de la tôlerie avait eu la révélation en regardant Vintage Mécanique et s'est dit c'est super, ça me plairait bien de faire de la carrosserie. D'ailleurs c'est étonnant parce que on se dit que vous nous parliez tout à l'heure de la vente. Là on peut comprendre qu'il y ait des femmes qui aillent dans la vente, mais dans les filières de formation qui augmentent le plus, je parlais de la carrosserie, de la peinture, il y a ça, là pour le coup c'est surprenant. Ça, c'est notre grande satisfaction. Alors, pour répondre à votre remarque là, effectivement, je pense que les médias ont une importance et une influence. Les réseaux sociaux aussi, maintenant. Les réseaux sociaux aussi. On a fait une grande campagne il n'y a pas si longtemps, fin de l'année dernière, pour justement un très large public pour illustrer tout cela. Et en fait, au niveau de ce que vous dites, en fait, pour un métier de carrosserie et de peinture, en fait, on se rend compte que c'est quand même un métier qu'on pourrait qualifier un petit peu d'artistique. C'est vrai. Vous voyez quoi, vous avez la carrosserie qui est quand même le design, la forme d'un véhicule, et derrière, il y a la peinture, comment je vais arriver à recréer les nuances. Il y a un vrai savoir-faire, et pour le coup, je comprends que ça puisse attirer aussi un public féminin qu'on n'avait pas avant. Et sur les 3000 finalement emplois qu'on a pu voir dans la filière sur ces métiers-là, on est ravis de voir de plus en plus de jeunes femmes. Morgane, qui est une grande star des réseaux sociaux, qui fait du covering, l'après, vous savez, quand on redécore les carrosseries. Et Morgane, elle a pas 30 ans, elle fait du covering et c'est une star des réseaux sociaux. Oui. Quel autre, là on a parlé de la carrosserie peinture, c'est surprenant, mais quelle autre filière suscite un intérêt grandissant chez les femmes ? Alors chez les femmes, on met le doigt quand même sur cette partie-là qui est de la carrosserie peinture, où c'est vraiment on va dire le plus patent. Après, on le voit aussi progresser dans d'autres métiers qu'on a au sein de la branche, comme la moto, le cycle et le camion. Donc là, c'est un peu plus surprenant. On le voit quand même beaucoup dans le vélo, parce que du coup, c'est quelque chose qui est en plein essor. On le voit, ça reste très urbain encore comme mode, j'allais dire, mais on voit fleurir un peu partout des petits centres de réparation. Et il y a un boom là-dessus, mais pour être honnête, c'est vraiment sur la carrosserie peinture, on voit l'évolution la plus forte. Sur les métiers de la vente, traditionnellement, ça a toujours été un métier où finalement on avait le plus de femmes, et ça continue quand même à progresser. On s'achemine pas très loin des 30% au global des c'est bien. Ouais. Guillaume Faury, vous qui êtes directeur général adjoint de la NFA, tous les métiers du design, de la technologie, il y a de plus en plus de femmes aussi qui dans l'ingénierie aussi. Dans l'ingénierie de l'automobile qui s'installe. Alors complètement. Alors, faut distinguer deux choses. C'est-à-dire qu'en fait, la NFA, l'organisme, la branche dont on s'occupe, c'est tout l'aval, toute la distribution automobile. Donc c'est vraiment le monde des garages. Après, ce dont vous me parlez, c'est plus l'amont. Donc là, c'est pas forcément notre périmètre, mais je peux vous en parler un petit peu de par mes fonctions précédentes. Et effectivement, ce sont des métiers aussi qui se féminisent, qui ont de l'attrait. Après, je suis pas forcément très légitime pour vous en parler, et j'ai moins de données que ce qu'on peut vous donner là. Mais c'est une tendance plutôt générale. Mais je dirais que pour comparer les deux mondes, c'est peut-être dans l'aval où on a une croissance beaucoup plus forte de la féminisation. Et c'est une bonne nouvelle. J'ai une question que vous poserez Jean-Marie Bordry s'il était là. Est-ce que ça reste un monde de macho, l'univers de l'automobile ? Oh, ça a changé là. Pour le coup, ça change beaucoup. Beaucoup. Non, il y a les stéréotypes qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure. C'est fini le temps de Jean-Luc Moreau. Avec le calendrier de femmes nues dans le placard, je vous connais encore qui les ont. Ça n'empêche pas. Non, pas du tout. Et en fait, je dirais que toutes ces femmes qu'on intègre en fait petit à petit contribuent justement à faire changer le regard, parce que tant que vous n'avez pas quelque part suffisamment de représentants de femmes dans une entité, vous n'allez pas vraiment la transformer, vous allez avoir du mal à faire influer. C'est pour ça qu'on vise traditionnellement dans toute structure, d'ailleurs ça dépasse les garages, dépasser 30% en fait d'une population entre guillemets
là, vous commencez à avoir de l'impact et on commence à déconstruire un peu certaines images. Et aujourd'hui, on est vraiment sur cette voie-là. Merci beaucoup, Guillaume Faury. Eh bien, voyez, nous, on a participé à la féminisation du monde de l'automobile dans cette émission, puisqu'on est à 50. 50-50, parité totale. Voilà. Merci Guillaume Faury, directeur général adjoint de la NFA, Observatoire des métiers et des services de l'automobile, entre autres. L'Association nationale pour la formation automobile. Également. Allez, à suivre pour conclure notre rendez-vous. Votre question au 0826 300 300. Et je crois que nous allons avoir le plaisir d'accueillir Damien, si tout va bien. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Allez, tout de suite. Salut Damien. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Comment ça va? Très bien, merci. Et vous? Très bien. Vous êtes où, vous? Alors, Ailly-sur-Moselle, donc en Moselle, entre Metz et Thionville. Super, à découvrir les vins blancs de Moselle qui sont assez étonnants pour se passer. Oui, mais. D'ailleurs, on n'a encore pas parlé de vin depuis le début de cette émission. Comment ça se fait? Parce qu'on n'a pas eu l'occasion. À part le circuit Paul Cognac, c'est ça? Voilà, Paul Ricard, Jean Cognac. Non, c'est parce que les jeunes ne connaissent pas en France les vins de Moselle. Il y a de très jolis vins blancs. Et voilà, je ne sais pas si vous avez vous-même, Damien, avec modération, goûté les vins de votre jolie région. Non. Voilà. Mais Damien a l'intention de racheter un Citroën C5 Aircross pour mettre beaucoup de bouteilles dans le coffre. Non, mais vraiment, je vous invite tous à goûter les vins de Moselle. Allez, on vous écoute, Damien. D'accord. J'ai un C5 Aircross HDI 180 en boîte auto, qui a 4 ans et demi, 123 000 km. Et donc, je fais à peu près entre 30 et 35 000 km par an. Je voudrais le changer et du coup j'hésite entre un diesel et un hybride rechargeable. Je ne sais pas si l'hybride rechargeable a du sens par rapport à l'utilisation que j'en fais. Ouais. Alors moi je vais vous demander déjà pourquoi vous voulez le changer. C'est un EAT8 et je trouve personne pour faire la vidange de la boîte auto, Jean-Luc. Mais non. Non mais alors si c'est que ça, gardez-le parce que vous savez quoi en fait, dans votre cas un diesel ça a du sens. Or, le nouveau diesel, mais ça vous l'avez vu, terminé le 2 litres, maintenant c'est le 1,5 litre Blue HDI, donc déjà vous passez de 180 à 130 chevaux, en plus c'est un moteur qui aime pas faire des bouchons, et en termes de fiabilité, c'est pas ça quoi. Il y a eu des ruptures de chaîne de distribution, donc je vais pas vous conseiller un moteur qui risque d'être plus fragile que celui que vous avez. Excusez-moi, je pensais que mon moteur était aussi concerné par les problèmes de chaîne de distribution. Non, moins que le 1,5 litre. Moins que le 1,5 litre, voilà. Donc, alors après, hybride rechargeable, c'est pas le même prix. Hybride rechargeable, voilà, il y a deux niveaux de puissance, 225 ou 180 chevaux, mais vu qu'il y a, je crois que c'est 1 900 € d'écart entre les deux, il vaut mieux prendre le 225 chevaux, mais là vous avez une facture qui grimpe à 57 000 €, ça pique un peu, hein. Vous pouvez faire vraiment 45 km en électrique, mais quand vous êtes plus en hybride, enfin quand la batterie est vide, vous avez des consos qui sont aux alentours de 8 litres. Je sais pas combien vous consommez avec votre voiture actuellement, mais sans doute 6 litres. Voilà, ça fait 2 litres de plus et c'est du super. Donc c'est pas forcément un bon choix, d'autant que si vous lisez la presse, vous aurez vu qu'il y a beaucoup de soucis avec les batteries des hybrides rechargeables chez, on va dire, Stellantis, pour faire simple. Alors, il y a un troisième choix que vous n'avez pas évoqué, qui moi perso est mon choix préféré dans le C5 Aircross. Alors déjà j'aime beaucoup le C5 Aircross parce qu'il est confortable, il est habitable, il est bien insonorisé là avec les nouvelles suspensions à double buteux et hydraulique progressive. Franchement c'est un tapis volant, donc ça c'est vraiment bien. Il y a un moteur avec alors attention, je vais vous dire 1 litre de PureTech, vous allez me dire non, le nouveau moteur 136 chevaux avec hybridation légère, 40, il a plus de courroie, il a une chaîne, c'est un moteur beaucoup plus moderne, turbo à géométrie variable, il fonctionne en cycle Miller, etc. avec l'hybridation 48 volts, ça se marie à merveille avec la douceur du C5, ça vous fait un véhicule qui est un peu moins lourd, et là on est à des consommations que moi j'ai réalisées au volant puisque je l'ai essayé, de 6,1 litres au 100. Donc on est à peu près dans ce que vous faisiez jusqu'à présent. Donc plutôt que de partir sur un diesel, sur un 1,5 litre Blue HDI avec tous les problèmes que vous pourriez avoir, sur l'hybride rechargeable avec tous les problèmes que vous pourriez avoir et surtout avec un tarif qui est un peu stratosphérique, là à partir de en finition max, c'est-à-dire la finition, si vous avez vu l'essai, la finition haut de gamme à 43 700 €, par les mandataires c'est un truc que vous trouvez à 39 000, donc
pour moi, le bon choix, c'est ça. Maintenant, le vrai meilleur choix, c'est de faire vidanger. C'est de garder votre voiture et de faire vidanger la EAT8. C'est possible, hein. Il y a de plus en plus de machines qui sont installées dans les centres auto. Alors, vous êtes en Moselle, Motul. C'est ça? Oui. Il y a Motul, mais pas que. Alors, ce que je peux faire, moi... Oui, vous allez le faire, je suis sûr. Ouais. Alors, vous êtes allé voir sur le site Motul déjà, parce qu'il a été refait. Maintenant, on trouve un petit peu mieux les centres qui font de la vidange. J'ai rien trouvé. Je sais que j'ai un magasin de vente de pièces auto qui a fait une grosse publicité disant qu'il faisait maintenant les vidanges de boîtes auto. Et quand j'ai appelé, on fait pas la T8. D'accord. Parce que vous savez pourquoi ils la font pas? Parce qu'il faut simplement, une liaison entre la boîte et la machine, et chaque liaison elle est spécifique au type de boîte. Et c'est étonnant qu'ils fassent pas le AT8 parce que, à mon sens, c'est la boîte auto la plus diffusée en France. Donc je comprends pas. Alors je vais chercher. J'ai vos coordonnées, Damien. Ce serait vraiment gentil. Je vais chercher et je vous envoie ça parce que c'est dommage de dépenser beaucoup d'argent pour prendre un modèle qui va finalement pas être mieux que celui que vous avez, quoi. Oui. Alors l'argent, j'habite à côté de l'usine de Trémery que vous connaissez. Ah bah oui. Qui fait maintenant beaucoup de moteurs électriques. C'est où ça? C'est l'usine qui fabriquait tous les moteurs, dont le 1,2 litre PureTech, par exemple. Mais c'est où? C'est ça. C'est dans le Nord. Ah oui, dans Moselle. En Moselle? Non, d'accord, Moselle. ok. Ouais. Enfin oui, quand je dis dans le Nord, c'est le Nord de la France. C'est le Nord-Est. Parce qu'on est Sud Radio, c'est pour ça que je dis ça. Non, donc on connaît toujours quelqu'un qui est collaborateur qui a des tarifs un peu plus intéressants. D'accord. Bon, alors, si vous voulez changer, parce que des fois, ça fait du bien de changer. En plus, il a une bouille un peu plus sympa depuis le restylage, je trouve, le C5 Aircross. Je vous ai dit, l'hybride 136 chevaux avec la micro-hybridation 48 volts, c'est le meilleur choix. Mais la valeur de la voiture, avant un diesel, on comptait 25 000 km par an et un essence 15 000 km par an quand on parlait encore de cote Argus. Oui. Quand on fait 30 000 km par an, est-ce qu'avec un hybride, la valeur de la voiture ne diminuerait pas plus vite? Disons qu'elle va avoir plus de kilométrage très rapidement. Quoi. Ce qui se passe aujourd'hui dans les ventes de voitures en occasion, ce que vous vendrez le mieux, c'est un hybride. Voilà. Même s'il est chargé en kilomètres. Même s'il est chargé en kilomètres. Alors déjà, sur les hybrides des véhicules français, c'est quand même récent. Donc, je peux pas vous dire à 5 ans ce que ça va donner, mais quand vous prenez l'exemple, on va prendre Toyota, parce que ça fait quand même un moment qu'ils vendent de l'hybride. Aujourd'hui, une Toyota hybride, même kilométrée, vous la vendez dans la journée. Si elle est au bon prix, vous la vendez dans la journée. D'accord. Ce qui est gênant avec une Toyota, c'est quand on fait 30 000 par an, ça veut dire 2 révisions par an, donc 2 immobilisations du véhicule au moins une journée. Ah bah oui, mais il y a un moment, il faut faire un choix, mon bon gamin. Je le fais le choix, Laurence. Non, mais le C5 Aircross, je vous taquine, hein, mais... le C5 Aircross, il a un gros avantage, c'est que vraiment, c'est super confortable. Ça, c'est vraiment... En plus, le nouveau, là, avec les sièges, avec la double densité de... Là, je suis en train de vous dire, gardez votre voiture, et je vous vends le nouveau en disant, il est encore plus confortable que celui que vous avez. Non, mais après, voilà, ça vaut peut-être le coup d'être un tout petit chou irréfléchi encore, Damien. Et puis, si Jean-Luc j'essaye de vous trouver pour la vidange de votre boîte. Et puis, sinon, je vous dis, l'hybride 136 chevaux. Voilà. Et puis moi, j'ai un autre conseil à vous donner, c'est vraiment de goûter. C'est le domaine Molosé que j'ai goûté, qui est très bien avec mon droit. C'est dans un quart d'heure. C'est bientôt, mais quand même. C'est moins d'un quart d'heure. Et découvrez, ça s'appelle le Müller-Turgot, c'est un des vrais cépages de Moselle, et c'est domaine Molosé avec modération pour ceux qui veulent découvrir les vins blancs de Moselle, c'est magnifique. Salut Damien. Au revoir, Damien. Au revoir. On vous embrasse. Bon, à suivre, on va pas parler auto, on va pas parler que vin, on va parler aussi rugby. Cet après-midi, vous avez rendez-vous avec Sud Radio Rugby et toute l'équipe qui va vous faire suivre le fameux crush France-Angleterre qui va se jouer à Lyon à 21h. Prise d'antenne à partir de 18h, c'est François Trio et Daniel Herrero qui seront avec vous. L'ami Jean-Luc, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. On embrasse tous ceux qui nous ont accompagnés, Jordan au standard et Julien à la réalisation, et vous qui avez été avec nous sur la page Facebook de Sud Radio, à l'écoute de l'antenne normale ou partout ailleurs pour nous suivre régulièrement. Sur la chaîne YouTube, bientôt 900 000 abonnés. Bientôt 900 000. Bon, à bientôt, samedi prochain. Au revoir. On vous embrasse. Sud Radio, on parle auto. Avec Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. boschcarservice.fr